Tout véritable géologue, s'il devait choisir entre se rendre sur l'une des îles des Seychelles ou sur l'île Macquarie, opterait très probablement pour la seconde. Bien sûr, c'est quelque chose que la plupart des gens ont du mal à comprendre. Après tout, choisir une île balayée en permanence par des tempêtes de neige où quelques lichens s'accrochent à peine aux rochers, plutôt qu'une île au climat paradisiaque bordée de palmiers et de plages de sable, cela paraît tout simplement impensable. Bonjour à toutes et à tous. Pourtant, tout géologue serait sans hésiter d'accord avec ce choix, et les biologistes partageraient eux aussi exactement la même opinion. En réalité, la structure géologique de l'île Macquarie, ainsi que la composition de sa faune et de sa flore sont extrêmement rares. Et à bien des égards, on peut dire qu'il s'agit d'une île véritablement unique sur Terre. Bienvenue sur Perduchan. Découvrons maintenant les caractéristiques étonnantes de cette île, qui est tout sauf un paradis. Position géographique et climat. Un endroit comme l'île Macquarie est souvent décrit comme se trouvant au bout du monde. En réalité, cette île est extrêmement éloignée des régions habitées et se situe presque exactement à mi-chemin entre la Tasmanie et le continent antarctique. De plus, pour parcourir les 1500 km qui séparent la Tasmanie de l'île, il faut naviguer à travers les eaux glaciales et impitoyables de l'océan austral. Car l'île elle-même se trouve précisément dans la zone des fameux 50e hurlants. Inutile de préciser que si les marins ont donné à cette région une appellation aussi frappante, c'est qu'ils avaient de très bonnes raisons de le faire. L'île en elle-même n'est qu'une petite bande de terre rocheuse, longue de 34 km, large au maximum de 5,5 km, et dont le point culminant s'élève à 433 mètres au-dessus du niveau de la mer. Son climat est à 1000 lieues d'un paradis. Il s'agit d'un climat subantarctique balayé par des vents violents. Le plus déprimant est sans doute qu'il y a ici des précipitations environ 300 jours par an, le plus souvent sous forme d'une bruine maussade mêlée de neige. Imaginez qu'il n'y ait eu au maximum que 2 mois par an sans pluie ni neige suffit déjà à plomber le moral. Et ce n'est pas tout, car des tempêtes avec des vents dépassant les 120 km/h y soufflent presque en permanence. Dans de telles conditions, il est tout simplement impossible de se tenir droit. Pour éviter d'être emporté et projeté au loin par le vent, il faut se pencher très bas vers le sol, à un angle qui semble presque irréaliste. En revanche, la température de l'île reste étonnamment stable, un peu comme à l'intérieur d'un réfrigérateur, et la différence entre l'été et l'hiver est très faible. En été, la température dépasse rarement 7 degrés centigrades, tandis qu'en hiver, elle tourne en moyenne autour de 5 degrés centigrades, et descend très rarement sous le point de congélation. Une telle stabilité thermique est une caractéristique typique des climats océaniques. L'océan austral glacé qui entoure l'île agit comme une véritable batterie thermique. Il se réchauffe lentement et se refroidit tout aussi lentement, ce qui atténue les différences de température entre l'été et l'hiver. Une structure géologique unique au monde. L'originalité de cette île réside avant tout dans sa structure géologique. Ces caractéristiques géologiques constituent en effet son trait distinctif principal. En réalité, contrairement à la plupart des autres régions de la Terre, l'île Macquarie est presque entièrement composée de croûte océanique et de manteaux. Pour l'expliquer brièvement, la croûte océanique est la couche la plus mince de la croûte terrestre, celle qui recouvre le fond de tous les océans du monde. Son épaisseur atteint en moyenne 35 à 40 km sur les continents et peut même atteindre 60 à 70 km dans les régions montagneuses, alors qu'au fond des océans, l'épaisseur de la croûte se réduit à seulement 5 à 10 km. Sous cette croûte se trouve le manteau, qui représente environ 80% du volume total de la Terre. La frontière entre la croûte et le manteau n'est pas progressive, elle est au contraire très nette. Cette limite correspond à la discontinuité de Mohorovičić, où l'on observe une augmentation brusque de la vitesse des ondes sismiques. Sur cette île, on trouve principalement des roches d'origine mantélique, comme la périoditite et la serpentinite, des roches qui remontent très rarement jusqu'à la surface à cause de l'activité volcanique profonde, et qui sont encore plus rarement accessibles à une étude scientifique directe. Imaginez un instant, le forage le plus profond jamais réalisé au monde, le forage super profond de la péninsule de Kola, a dû atteindre 12 km de profondeur pour tenter d'atteindre le manteau, et n'y est pourtant jamais parvenu. Pourtant, sur l'île Macquarie,
La nature elle-même offre aux scientifiques ces roches du manteau, normalement impossibles à atteindre par le forage. Le processus qui a poussé ces roches mantéliques jusqu'à la surface et qui a donné naissance à l'île Macquarie est lui aussi unique. Ce processus est totalement différent de celui qui a formé toutes les autres îles de la planète. En géologie, les mécanismes naturels de formation des îles océaniques se classent généralement en deux grandes catégories. Il s'agit soit d'îles formées par l'activité volcanique, soit d'îles détachées du continent principal. Bien sûr, il existe aussi des îles coralliennes et des îles artificielles, mais nous en parlerons une autre fois. Parmi les îles volcaniques figurent de nombreux exemples célèbres, comme Hawaï, l'Islande ou encore les îles Canaries, dont la formation est étroitement liée à l'activité des volcans sous-marins. Lorsque ces volcans sous-marins émettent du magma, les coulées de lave s'accumulent et se solidifient couche après couche, jusqu'à atteindre parfois la surface de l'océan. Les îles d'origine volcanique se répartissent souvent le long des dorsales médio-océaniques, là où les plaques tectoniques s'écartent et où le magma trouve un passage pour remonter. Il existe également de nombreuses îles formées par des mouvements tectoniques. La plupart de ces îles se trouvent dans des zones de collision entre plaques, où elles forment des chaînes de montagnes ou des archipels au milieu des océans. Parmi les exemples typiques, on peut citer l'archipel japonais, qui s'est formé dans une zone de subduction. La subduction est un processus tectonique au cours duquel une plaque s'enfonce sous une autre. La formation de l'île Macquarie est cependant extrêmement particulière, car c'est le seul endroit où des roches de la croûte océanique et du manteau supérieur ont été soulevées jusqu'à la surface sans que l'activité volcanique en soit la cause principale. Les roches de croûte océanique d'origine volcanique n'existent ici qu'en quantité très limitée. On peut même dire que le fait que la future île Macquarie se soit trouvée exactement à la frontière entre la plaque australienne et la plaque pacifique relève presque de la chance. C'est à la limite entre ces deux plaques que s'est formée la dorsale Macquarie, dont la partie la plus élevée est devenue l'île Macquarie. À première vue, il semble qu'un processus typique de subduction, où une plaque glisse sous une autre, se produise ici. L'archipel japonais est justement né d'un tel processus. Mais c'est précisément à ce niveau que l'origine particulière de l'île Macquarie apparaît le plus clairement. Ce qui s'est produit ici n'est pas une subduction, mais un soulèvement, et ce processus se poursuit encore aujourd'hui. Autrement dit, les plaques se sont poussées latéralement avec une force considérable, et ce déplacement a provoqué le soulèvement du bord de la plaque océanique. C'est précisément cette combinaison de mouvements tectoniques qui a conduit à la formation de l'île. Quel que soit le terme scientifique employé pour décrire ce phénomène, l'essentiel est que l'île Macquarie est le seul endroit au monde où l'on peut voir, toucher et prélever pour la recherche des roches de la croûte océanique cachées sous l'océan, ainsi que des roches du manteau habituellement presque impossibles à atteindre. Et tout cela sans même se mouiller les pieds. En réalité, cette île constitue un lieu idéal pour étudier les processus qui régissent le mouvement des plaques tectoniques et la formation de la croûte terrestre. C'est précisément cette singularité qui a valu à l'île Macquarie son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. La faune de l'île. Cependant, ce qui rend l'île Macquarie exceptionnelle ne se limite pas à sa structure géologique. Une autre raison qui rend cette petite île si particulière est l'incroyable abondance d'êtres vivants qui y habitent. Malgré un climat extrêmement rude, la vie y foisonne littéralement. Sur la bande de terre relativement étroite de l'île, ainsi que dans les eaux côtières qui l'entourent, vivent d'innombrables oiseaux et mammifères marins. Et il ne s'agit pas de petites créatures insignifiantes. On y trouve par exemple d'énormes phoques dont le poids dépasse souvent 1 tonne. Les plus impressionnants sont les éléphants de la mer du Sud, dont la taille se distingue nettement, même lorsqu'on les compare aux otaries à fourrure subantarctique, qui ne sont pourtant pas petites. Et bien sûr, nul besoin de microscope pour remarquer les innombrables manchots qui vivent ici. Sur cette île, plusieurs espèces de manchots assez rares se sont parfaitement adaptées à l'environnement, parmi lesquels le gorfou de Schlegel, Eudypte schlegeli, une espèce presque endémique. Et il ne s'agit pas de quelques groupes dispersés, mais de colonies de plusieurs milliers d'individus qui s'étendent à perte de vue. Il y a 2 raisons principales à cette concentration exceptionnelle d'animaux marins et d'oiseaux. La première est que les eaux autour de l'île regorgent littéralement de ressources alimentaires riches et nutritives, comme le krill, les poissons et les calamars. La seconde est que toute la faune de l'île bénéficie d'une protection internationale, l'île étant inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ainsi,
L'île Macquarie offre toutes les conditions nécessaires pour que les scientifiques puissent étudier les animaux directement dans leur habitat naturel. Malheureusement, la nature n'a pas toujours été traitée avec autant de soin. L'histoire de l'île Macquarie illustre clairement l'impact que l'activité humaine peut avoir sur un écosystème naturel. C'est un exemple où l'être humain a d'abord gravement endommagé un écosystème avant de parvenir à corriger ses erreurs. Au départ, la situation semblait plus désespérée ici que dans n'importe quel autre endroit. En réalité, du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, l'île Macquarie fut le théâtre du plus grand massacre de manchots et de phoques jamais observé. Ces pauvres animaux furent abattus par des chasseurs pour leur graisse et l'huile que l'on en tirait. Le plus brutal d'entre eux fut un entrepreneur australien nommé Joseph Hatch, qui obtient le monopole des activités industrielles sur l'île entre 1910 et les années 1920. Durant la période où ces activités se poursuivirent, des centaines de milliers de manchots furent tués sur l'île. La graisse des manchots était fondue dans d'énormes chaudrons et l'huile extraite servait ensuite à l'éclairage et à la lubrification des machines. Un rôle majeur dans la fin de ce massacre légalisé fut joué par l'expédition antarctique australo-néo-zélandaise dirigée par Douglas Mawson. Les scientifiques documentèrent l'ampleur de l'exploitation excessive menée par cet industriel cruel et remirent un rapport aux autorités. Ce rapport indiquait clairement que les activités de Hatch avaient provoqué de graves destructions environnementales. En conséquence, son autorisation d'exploitation fut annulée en 1920 et l'île fut ensuite déclarée réserve naturelle. Les populations de manchots et de phoques commencèrent alors progressivement à se rétablir. Cependant, un autre problème subsistait encore. Sur l'île s'étaient multipliées des espèces invasives, c'est-à-dire des animaux venus de l'extérieur, comme les chats, les lapins, les rats noirs et les souris. Ces animaux sont arrivés sur l'île à partir des années 1800, mais on ignore encore aujourd'hui s'ils y ont été amenés par accident ou introduits intentionnellement. Quoi qu'il en soit, l'absence de prédateurs naturels leur permit de proliférer en très grand nombre, causant de lourds dégâts à l'environnement fragile de l'île. Les lapins ont détruit la structure du sol en broutant la végétation, tandis que les chats chassaient les oisillons et les oiseaux adultes, y compris certaines espèces endémiques. Pour mettre fin à cette situation et restaurer l'écosystème dans son état naturel, des organisations de protection de la nature lancèrent une vaste opération d'éradication des animaux introduits. L'opération visant à libérer l'île de ces espèces invasives dura plusieurs années, et ce n'est qu'en 2014 que la réussite du projet fut officiellement annoncée. Les études les plus récentes ont montré que l'élimination de ces espèces nuisibles a permis à la végétation de se rétablir et aux populations de nombreux oiseaux d'augmenter rapidement. Cela a démontré que même dans les endroits les plus isolés et les plus difficiles d'accès de la planète, la restauration d'un écosystème reste possible. Et surtout, cela a prouvé que l'être humain n'est pas seulement capable de détruire la nature, mais aussi de la restaurer. Aujourd'hui encore, l'île Macquarie est protégée en tant que réserve naturelle et figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'accès à l'île est strictement réglementé. La gestion de la protection de l'île est assurée conjointement par le Service des parcs de Tasmanie et la Division antarctique australienne. Ces organismes supervisent les visites des équipes scientifiques et les activités des opérateurs touristiques. Des règles strictes ont également été instaurées, interdisant l'introduction d'espèces étrangères et limitant les types d'activités autorisées. Toutes les mesures possibles sont prises pour préserver l'île Macquarie en tant que site géologique exceptionnel, destiné à l'étude des roches de la croûte océanique du manteau supérieur, ainsi que comme sanctuaire naturel pour les animaux et les oiseaux de la région antarctique. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la noter et à la partager avec vos amis. Merci à toutes et à tous de votre attention. À très bientôt. Au revoir.